Bienvenue à tous à La Valette, la capitale de Malte. Malte, c'est l'État le plus dense de l'Union européenne avec 500 000 habitants répartis sur à peine 316 km². C'est une petite île qui se sent très perdue en Méditerranée, éloignée du centre de décision, sauf qu'elle a désormais une citoyenne qui a été désignée à la tête du Parlement européen. Il s'agit de Roberta Metsola, qui est ici à Malte du Parti national dans l'opposition, du Parti populaire européen pour ce qui est de la scène européenne. Elle a 2 ans et demi de mandat devant elle pour faire parler de son île, Malte, et réussir à briser son isolement, une île entrée dans l'Union européenne depuis 2004. Nous avons fait le travail, beaucoup de travail pour entrer dans l'Union européenne. C'était pas facile, il y avait un grand débat pendant beaucoup d'années, mais notre pays avait la vision et aussi je viens de la génération Erasmus qui a vu l'Union européenne comme la protectrice des valeurs, des droits et aussi d'avoir la possibilité d'être autour de la table avec des autres pays membres. On n'a jamais regardé en arrière, c'était juste avoir un futur pour être mieux comme pays pour nos enfants. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui où l'euroscepticisme a augmenté avec la crise du Covid, le scepticisme vis-à-vis des vaccins? Il y a la responsabilité des représentants politiques d'être responsables dans ces discussions, de livrer des résultats tangibles comme les vaccins, comme le certificat digital pour aider tous les citoyens pour voyager. Au début de la pandémie, on avait l'impression que les pays qui n'étaient pas au centre du continent étaient seuls. On a démontré que ça n'est pas le fait. Vous l'avez compris, Roberta Metsola est désormais beaucoup plus présente au Parlement européen de Strasbourg et de Bruxelles que dans son île natale. Mais pour autant, son élection très majoritaire a été entachée d'une polémique. Elle est en effet anti-avortement. C'est la 3e femme à ce poste après Simone Veil. Et elle partage l'opinion majoritaire de son île qui interdit très strictement dans tous les cas de figure l'avortement. Alors cela va-t-il poser un certain nombre de problèmes sur le droit des femmes à disposer de leur corps à travers toute l'Europe? Des éléments de réponse avec nos reporters. J'étais enceinte, c'était un choc pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que cette situation m'arrive. Dès le lendemain, j'ai commandé des pilules IVG. Comme vous le savez, l'avortement est illégal à Malte. L'autre option que j'avais, c'était d'aller à l'étranger. Elle souhaite se faire appeler la patiente A. Depuis 10 ans, elle avait même mis de côté une partie de ses économies pour financer, si besoin, un avortement en Italie. Elle fait partie des quelques 300 femmes qui interrompent leur grossesse chaque année à Malte. Dans l'archipel, l'avortement est passible de 3 ans de prison. Ce qui me dérange, c'est la mentalité générale à Malte. Genre, si vous êtes une femme, vous devez accepter votre situation et tu ne peux rien y faire. On dit en maltais, pourquoi a-t-elle ouvert ses jambes? Comme s'il ne fallait pas 2 partenaires pour concevoir. La patiente A a recueilli les conseils du service consultatif de planification familiale, une ligne d'assistance juridique créée en 2019 par des bénévoles militants pour la liberté de choisir. Isabelle Stabilé, gynécologue, en fait partie. Les femmes et les filles qui ont besoin de notre aide ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin. Franchement, j'ai l'impression que nous fournissons un mauvais service, pas seulement d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue médical. J'ai été formée pour soigner les gens, et je ne peux pas le faire pour certains d'entre eux. Mes mains sont littéralement liées par la loi, c'est injuste. Au sein de l'UE, Malte a la législation la plus restrictive en matière d'IVG. La pilule du lendemain n'a été légalisée qu'en 2016. Lors de la marche de la Journée internationale de la femme à La Valette, l'accès à l'avortement est en tête des revendications.
La classe politique ne peut plus fuir la réalité qui se passe dans notre pays. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes fiers d'être progressistes. Nous avons des lois sur l'égalité des droits des LGBT+, et l'égalité du mariage. Et il est grand temps que nous commencions à reconnaître les droits des femmes. Et l'accès à l'avortement est également un droit humain fondamental. Les deux principaux partis politiques maltais sont anti-avortement. Pourtant, une nouvelle génération émerge qui pourrait bien faire bouger les lignes. Candidate aux législatives pour le Parti conservateur, Emma Portelli-Bonnici, 29 ans, assume publiquement une conviction pro-IVG. La réalité, c'est que ces avortements se produisent depuis toujours. La seule chose qu'une interdiction de l'avortement garantit, c'est que des femmes auront des avortements à risque, car il y aura celles qui ont besoin d'y accéder et ne le pourront pas, et cela crée une disparité sociale et économique. L'héritage de l'Église catholique, religion d'État, imprègne encore les esprits. Et la nomination de l'eurodéputée maltaise anti-avortement, Roberta Metsola, à la tête du Parlement européen, redonne des espoirs aux opposants à l'IVG à travers l'UE. Roberta Metsola, tout en étant présidente, elle doit aussi représenter la minorité. Et en ce moment, la minorité, c'est nous, les gens qui défendons la vie. De grandes manifestations ont éclaté l'an passé en Pologne, traditionnellement très catholique également, contre de nouvelles lois interdisant presque toutes les formes d'avortement. Ces militants pro-IVG sont inquiets pour ce droit dans tout le reste de l'UE. Nous avons très peur. Ce serait une grande aide pour nous si Malte introduisait des lois progressistes en faveur de l'avortement. En attendant, Malte promeut toujours l'abstinence comme contraception. Cette ONG de médecins militants pour la liberté de choisir fait campagne pour inclure à minima l'usage des préservatifs dans l'éducation sexuelle. Revenons brièvement sur une polémique au moment de votre élection. Effectivement, la première femme à présider était Simone Veil, une icône de la lutte pour l'avortement. Vous-même, vous êtes d'un pays qui interdit totalement l'avortement. Est-ce que ça va poser problème ? Comme je l'ai dit dans mon discours inaugural, je m'appuie sur la stature de Simone Veil. C'est une femme qui a brisé le plafond de verre pour être la première femme à présider le Parlement. C'est un honneur pour moi de transmettre l'héritage de femmes telles que Simone Veil et Nicole Fontaine. Comme je l'ai dit immédiatement après mon élection, mais comme je l'ai aussi prouvé quand j'étais vice-présidente du Parlement, la position du Parlement européen, y compris sur ce sujet, est et sera ma position. Alors Malte, c'est aussi une île qui est critiquée pour avoir repoussé les ONG de sauvetage des migrants en Méditerranée, de ces ports. Et puis, il y a aussi maintenant des accusations de pushback avec l'aide des gardes-côtes libyens. Est-ce que vous pensez qu'il faut réviser la politique d'asile et de migration de votre pays ? Cela fait bien sûr partie des discussions que nous avons actuellement au sein du Parlement européen. C'est sur la table et nous allons réviser le pacte Asile et Migration. On ne peut pas parler de solidarité sans la traduire dans les actes. Pour moi, et cette position est partagée au sein du Parlement, notre politique de migration doit être objective. Elle doit être juste pour les personnes éligibles aux mesures de protection, mais aussi ferme pour ceux qui ne le sont pas et dure pour ceux qui se font de l'argent sur le dos des plus vulnérables. Nous allons aussi, et c'est le plus important de ce pacte, nous pencher sur la légalité des opérations de recherche et sauvetage en mer, sur les attributions réelles de Frontex, l'Agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, car nous devons garder tout cela à l'esprit lorsque nous assistons à des opérations de recherche et sauvetage, que ce soit en Méditerranée ou aux frontières extérieures de l'Europe, parce que les citoyens européens attendent de nous des réponses. Et maintenant, c'est devant une radio associative africaine qui d'ailleurs reçoit des fonds de l'Union européenne que nous allons à la rencontre de Félix, qui est boxeur camerounais, demandeur d'asile ici à Malte, qui a fait une traversée terrible jusqu'à ses côtes. Vous pouvez nous raconter peut-être comment ça s'est déroulé? Nous traversons dans des zodiacs tellement empilés. Dès qu'on arrive, après avoir traversé l'enfer de la Libye, ils nous amènent en détention. Moi, personnellement, j'ai fait 8 mois. Après les 8 mois, ils nous amènent au centre ouvert. On a droit à 6 mois. Nous sommes 8 dans chaque conteneur. Nous faisons des petits boulots. Par exemple, ceux qui travaillent dans des constructions, ceux qui travaillent dans des ménages, dans des hôtels, tout ce qui va avec. Ce n'est vraiment pas très bien payé. On travaille pratiquement à 5 € de l'heure. Félix, on va aller justement à cette radio. On se rend dans ses studios.
C'est une radio donc naturellement qui est suivie donc par beaucoup d'Africains, mais aussi par des Maltais assez intellectuels. Tu serais surpris de savoir qui écoute cette radio. C'est aussi une ONG qui travaille donc énormément sur des projets donc financés par l'Union européenne. Et ces projets ont pour but justement de mieux intégrer les Africains dans la société européenne. Tu crois réellement que cette radio pourra réellement impacter positivement l'évolution ou alors l'amélioration des conditions de vie des migrants? Oui, je le crois fermement parce que je vois des différences comparées à ce que j'ai vu en fait il y a 5 ans quand je suis arrivée ici à Malte. Je vois l'impact que cette ONG a. Comment ça se passe en fait pour ta demande d'asile? Pour ma demande d'asile, depuis 3 ans que je suis là, c'est toujours en cours. Ça prend 6 mois normalement, non? En principe, oui. Et le plus difficile, c'est qu'on n'était même pas dans des conditions de pouvoir réellement avoir du travail ou bien de pouvoir réellement être formé ou bien je ne sais pas trop quoi, non. Ce que moi, je propose, c'est la considération et le suivi des migrants à Malte. Alors nous sommes maintenant à l'Agence européenne de l'asile qui se trouve au bord de la mer. Vous voyez son siège à Malte. D'ailleurs, pour cette petite île, c'est assez prestigieux d'avoir cette agence depuis quelques mois parce que finalement, une agence européenne, ça n'est pas du tout facile à obtenir, hein. Au début, il y a 10 ans, nous n'étions qu'une poignée de personnes avec un tout petit budget de 90 millions d'euros. Mais transformés depuis quelques mois en agence européenne, nous sommes désormais presque 500 personnes venant de 21 pays de l'Union. Nous avons également 2000 collègues qui travaillent dans 8 pays à travers l'Europe. Nous sommes ici pour soutenir les États membres en ce qui concerne les questions d'asile et d'accueil. Nous observons et nous analysons la situation avec les pays membres qui en ont besoin. Nous pouvons venir jusqu'à eux et mettre en place une mission de soutien. Je pense que si l'Europe parvient à créer des conditions de procédure d'asile rapides et efficaces, cela faciliterait et clarifierait nos systèmes et aurait pour résultat une gestion migratoire plus efficace. L'asile n'est pas une grande tradition maltaise puisqu'il n'y avait pas beaucoup de traversées de la Méditerranée. Ça a beaucoup changé en 2021. À Malte même, il y a une mission de soutien. En quoi est-ce qu'elle consiste? Les conditions aussi de détention sont beaucoup critiquées. Bien entendu qu'il y a des standards européens auxquels les États membres se doivent d'adhérer. Et nous les aidons à y parvenir. Par exemple, dans notre mission ici à Malte, nous travaillons à augmenter les capacités d'accueil des centres de rétention. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons en collaboration étroite avec les autorités maltaises. Donc ici à Malte, l'un des objectifs, c'est d'améliorer la procédure d'asile et l'autre, c'est d'améliorer les conditions de vie dans les centres d'accueil. Une guerre en Ukraine, des millions d'Ukrainiens qui sont tentés de demander l'asile. Comment vous allez intervenir dans ce cas-là? Nous suivons de près la situation qui évolue en permanence en Ukraine. Nous sommes bien entendu en contact régulier avec la Commission européenne. Nous sommes déjà opérationnels en Lettonie et en Lituanie depuis la crise migratoire déclenchée par la Biélorussie. Actuellement, nous nous préparons pour la prochaine étape. Et bien sûr, je dois souligner que nous aurons sans aucun doute besoin de moyens supplémentaires pour faire face. Malte est une championne de la vaccination avec l'un des taux les plus importants de toute l'Europe. En effet, c'est à la fois pour protéger sa population insulaire, mais aussi pour un certain retour à la normale avec un tourisme qui pèse pour beaucoup dans sa richesse nationale et qui a diminué de moitié. Alors si certains prétendent sur les réseaux sociaux qu'un taux de vaccination record ne sert à rien, c'est une fake news, comme nous le démontre Sophie Samaï. Y a-t-il eu une augmentation de la mortalité dans les pays européens les plus vaccinés? C'est une infox répandue sur les réseaux sociaux, s'appuyant sur la thèse développée par le très controversé médecin français Didier Raoult, selon laquelle la vaccination pourrait favoriser l'épidémie de Covid-19.
Ce que nous sommes en train de voir et d'analyser, c'est que les vaccins ont augmenté l'épidémie. Selon un internaute, les chiffres sont formels. C'est bien l'utilisation du vaccin qui est en cause. Les stats en Europe montrent un excès de mortalité généralisé en 2021 depuis l'utilisation du vaccin pour les ados, les 15-44 ans et les 45-64 ans. Il est temps de mettre fin à l'extorsion de consentement pour la vaccination obligatoire. Issu du projet Euromomo, le réseau de surveillance européenne de la surmortalité pour une action de santé publique, le graphique utilisé est une source fiable et vérifiée. On observe bien une augmentation de la surmortalité en Europe depuis le début de la pandémie. Mais lorsque l'on compare les situations des différents pays, les pays les plus vaccinés comme Malte, avec 87% de sa population totalement vaccinée, n'ont pas connu de hausse significative du nombre de décès. A contrario, la surmortalité sur le continent semble essentiellement portée par les pays de l'Est peu vaccinés. C'est le cas notamment de la Bulgarie. Selon les données d'Euromomo, cet État qui n'a vacciné que 28% de sa population est l'un des pays avec la surmortalité la plus élevée du continent. Voilà pourquoi Malte a bien fait de se vacciner très massivement. Merci de nous avoir suivis pour cette découverte de Malte du côté des questions sensibles de la migration et de l'avortement. Vous pouvez nous retrouver sur france24.com avec une autre partie, elle dédiée au journalisme d'investigation et à la question du grand plan de relance. À très bientôt pour de nouvelles aventures européennes.